y a une beauté, comme une reine va s'habiller. L'évolution des couronnées, avec des femmes plus excellées. Nous allons gagner, peu importe le choix du jury ou de l'assemblée. Portez avec joie le flambeau de la beauté. Couronné ou pas, vous êtes reflet des divinités. On va chanter, oh oui chanter. Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue à cette émission spéciale, un numéro spécial qui vous est apporté par les filles du concours de Miss USB. Vous pouvez le constater, nous sommes en tenue décontractée aujourd'hui et bien sûr, nous sommes au parc historique de la Canne à Sucre. Pour la petite histoire, il faut vous rappeler que le parc historique de la Canne à Sucre est une ancienne habitation coloniale française appelée Château Blanc. Mais bien sûr, ce n'est pas moi qui vais vous dire plus là-dessus. Nous avons notre guide qui est avec nous, Monsieur Edwin Pierre, que je salue. Bonjour Edwin. Bonjour. Content d'être avec vous. Je suis sûre que vous allez nous apporter beaucoup à propos du parc historique de la Canne à Sucre et les filles, les postulantes vont savoir beaucoup à propos. Justement, je suis très fier et heureux de vous recevoir ici au parc historique de la Canne à Sucre. J'espère que la visite va être très chaude puisque j'ai beaucoup de bagages à partager avec vous et j'espère que vous allez aussi avoir beaucoup d'interactions. Et ça va faire la journée, toute la beauté de la journée. Merci Edwin. Justement, mes téléspectateurs, nous allons avoir une belle aventure ensemble. Comme vous pouvez le constater, les filles sont toutes souriantes derrière moi. Et les filles, c'est sûr que ça va chauffer. Et mesdames, messieurs, nos fidèles téléspectateurs, vous savez que ce concours ne serait pas rendu possible si ce n'était grâce à l'apport de Télé Éclair, de TVA, de Télé Galaxie, de Télé 6 et Télé Caramel des Cailles, de Côté Lame, de DLN Cours Privé, de CETAR, Centre Technique et Artistique de René, de VIP Femmes, de CNI Office Supplies, de Hôtel Le Recul, Magalex Store, les Trouvailles de Shirley, le corps professoral et censoral de la USB, Madame Jacqueline Pierre-Louis, classique marchand tailleur, Église évangélique de Beraka. Nous marquons notre toute première pause à cette émission tout juste avant de vous laisser savourer notre visite guidée au parc historique de la Canne à Sucre. Mes téléspectateurs, restez des nôtres. On vous revient tout de suite après. Vous êtes à la recherche d'un métier idéal pour assurer sans crainte votre avenir? DLN Coprivé. DLN Coprivé de coiffure vous offre en 2 ans une formation complète à 80% de pratique axée sur le traitement des cheveux en vous apprenant les techniques suivantes. Traitement des cheveux, coupe, coloration, manucure, pédicure, tresse, twist et une formation de mise à niveau pour les coiffeuses et coiffeurs en fonction. Pour tout contact, faites le 31 33 87 87 37 45 67 87 ou écrivez-nous au dlncoprivé@yahoo.fr ou passez directement nous voir au numéro 44 rue Cordoue, Tort 65, Carrefour. DLN Coprivé, une nouvelle approche, une nouvelle façon de faire. Votre avenir professionnel définitivement est garanti par le choix judicieux que vous faites aujourd'hui. Et quand vous parlez d'avenir professionnel et de réussite sur le marché du travail, un choix incontournable s'impose à vous. USB, Unity School of Business. À la USB, apprenez avec fierté les options suivantes. Affaires publiques et relations internationales, marketing et relations publiques, sciences administratives, gestion des affaires et protocoles administratifs, secrétariat de direction trilingue, ticketing, hôtellerie et tourisme, comptabilité informatisée, assistance administrative et marketing, technique douanière, technique bancaire, gestion hôtelière, hôtellerie et restauration, hôtellerie et tourisme, informatique bureautique et anglais. USB 2, impasse Saint-Just Crissois, zone Collège Marianne, phone 37 11 18 87, 46 28 42 42, 42 22 34 65, horaire matin, médian et soir. Inscription déjà en cours, nouvelle session début novembre.
De retour après la pause, mesdames, messieurs, merci de rester branchés. Comme je vous l'ai annoncé tout à l'heure, nous sommes au parc historique de la canne à sucre avec les postulantes de Miss USB. Et bien sûr, comme pour notre départ, nous aurons un tour technologique où nous allons découvrir les pavillons, les pavillons extérieurs, les différents outils qui se sont utilisés pour la transformation de la canne à sucre. Mais heureusement, nous avons notre guide avec nous, Monsieur Pierre, qui va assurer le contrôle. Merci Fidnaël, merci les Miss qui sont venus nous voir. Et moi c'est Pierre, le guide principal, superviseur du parc historique de la canne à sucre. Donc je suis très heureux, comme j'avais dit tantôt, de recevoir avec moi ces jolies demoiselles pour cette visite guidée. Et nous sommes en présence maintenant d'un de nos pavillons extérieurs qui héberge le moulin hydraulique. Le moulin hydraulique utilisé pour le broyage de la canne à sucre, bien sûr. C'est un moulin importé, ça vient de l'Europe. Particulièrement, on avait fabriqué ce type de moulin en Angleterre tout au début. Et c'est juste, comme je viens de le dire, pour le broyage de la canne à sucre. Ce moulin comporte 3 parties. Donc, nous avons la grande roue qui reçoit la pression de l'eau. C'est la roue à godet. Et nous avons les engrenages. Donc la roue reçoit la pression de l'eau et ça fait aussi tourner les engrenages. Et ensuite, nous avons les rouleaux qui sont disposés dans le sens horizontal qui représentent le moulin. Dans cette partie, on va passer la canne puisque ça roule rapidement. Et l'esclave destiné à travailler dans ces matériels doit passer la canne rapidement. Parce que si l'esclave porte négligence à la façon dont il le fait, donc la main peut aussi passer avec la canne. Donc, selon l'histoire, on nous raconte que beaucoup d'esclaves étaient devenus manchots à cause du mauvais usage de ce type de moulin. Donc, les rouleaux métalliques tournent à grande vitesse, donc c'est un travail assez rapide. Donc, l'esclave doit passer la canne rapidement et ça presse la canne pour extraire le jus. Donc, maintenant, nous avons aussi autre chose à dire sur ce moulin. Non seulement ça a été utilisé pour le broyage de la canne à sucre, donc, mis à part l'incident quand l'esclave porte négligence, il y a la main qui passe aussi avec la canne, mais on avait utilisé la roue à godet comme punition. Donc, comme on parle de condamnation au supplice de la roue. Donc, si vous vous rappelez bien, dans notre histoire, on parle d'un certain Roger Chavannes qui avait été condamné au supplice de la roue. Donc, cette roue-là que vous voyez tourner, on attachait l'esclave ou la personne rebelle à cette roue qui tourne à chaque fois. Et nous avons un bassin qui englobe la moitié du moulin. Donc l'eau au niveau du bassin est à moitié également. Donc à chaque fois que ça tourne, il y a la tête de l'esclave ou la personne qui passe sous l'eau et à chaque fois l'esclave ou la personne avale une quantité d'eau. Donc jusqu'à ce que la personne meure. Donc c'est une mort lente, une mort à petit feu, mais quand même une mort tragique. Donc on appelle cette condamnation au supplice de la roue. Alors on va partir s'il n'y a pas de questions sur cette partie. Donc on va voir l'autre moulin qui s'appelle moulin à traction animale, utilisé encore pour le broyage de la canne à sucre. Donc, comme je vous avais averti tout à l'heure, donc nous allions voir la première catégorie de moulins utilisés pour le broyage de la canne à sucre. Donc, c'est un moulin fabriqué par les esclaves catalans, un moulin en bois. Il s'appelle moulin à traction animale. Pourquoi moulin à traction animale? Tout comme tout à l'heure, nous avons vu le moulin hydraulique. Donc, cela veut dire que ça fonctionne à l'aide de l'eau. Donc vous avez vu le jet d'eau, donc c'est la pression de l'eau qui fait tourner la grande roue à godet, ensuite qui met en marche tout l'appareil. Mais maintenant, le moulin à traction animale, c'est différent. Donc la première différence qui existe entre le moulin hydraulique et le moulin à traction animale, c'est que l'un est en métal, l'autre en bois. Donc, disons le moulin hydraulique se fait en métal et le moulin à traction animale en bois. Donc
ça tourne à l'aide des animaux. Ça fonctionne à l'aide des animaux. C'est pourquoi on l'appelle moulin à traction animale. Nous avons les deux grandes tractions, traction droite, traction gauche, auxquelles sont rattachés deux animaux. Donc, on utilisait deux espèces à cette époque. On utilisait les bœufs et les mules. Selon eux, ces espèces sont plus résistants aux travaux difficiles. Donc, on attachait deux animaux à chaque traction et les animaux se mettent à tourner. Nous avons toute une machine qui commence à fonctionner aussitôt que les animaux commencent également à tourner. Donc, quand ils commencent à faire le tour, donc le rouleau principal commence à tourner et ils sont chapeautés les uns avec les autres et donc les trois se mettent en marche. Les trois se mettent en marche et les esclaves avaient l'obligation, une fois que ça commence à tourner, et qu'ils passent la canne au milieu des rouleaux. Donc il y a deux fentes là, donc c'est à ces deux fentes qu'on passait la canne et ça presse la canne en passant et le jus de canne est tombé dans la cuve qui est placée sous le moulin. Ok, vous voyez? Donc maintenant, ce qui reste là, c'est la peau de canne, communément appelée bagasse. Une fois que le jus de canne est extrait, ce qui reste, c'est la bagasse. Maintenant, on va utiliser la bagasse pour faire autre chose. Maintenant, nous allons voir la chaufferie coloniale qui héberge des chaudières de très grande dimension qu'on utilise pour faire bouillir le jus de canne. Et c'est la bagasse, la paille de canne séchée qu'on va utiliser pour faire le combustible. Donc, de nos jours, on a encore ces types de moulins dans le pays, utilisés dans divers endroits, à Jacmel, au Caille, à Campérin, au Cap, à Léogane, là tout près de nous, on utilise ces moulins à traction animale. Et de nos jours, on peut dire aussi qu'on utilise également les chevaux. Mais dans le temps colonial, on n'utilisait pas les chevaux, les bœufs et les mules. Mais actuellement, on utilise également les chevaux. À force de produire du jus de canne, je pense que ça attire les mouches. Est-ce que ça subissait un lavage? Bien sûr, en fin de journée, on faisait ça. Tu as une question aussi? Bien sûr. J'aimerais savoir si le moulin d'attraction animale est plus dangereux ou moins dangereux que le moulin l'hydraulique, s'il vous plaît. Normalement, je veux répondre de cette manière que le moulin à traction animale paraissait moins dangereux par rapport au moulin hydraulique. Puisque le moulin hydraulique qui marchait à grande vitesse, et ceci les rouleaux sont en métal, donc ça mange aussi la main des esclaves. Donc il y a la main qui passe aussi avec la canne quand on ne fait pas très attention. Mais maintenant, le moulin à traction animale paraît beaucoup plus fatigant, je dirais, puisque on devait changer les animaux à chaque 1 heure de temps. Et maintenant, quand toute la quantité d'animaux disponibles sur l'habitation est épuisée, on est forcé aux esclaves de prendre la relève, tu vois. Donc 2 esclaves à chaque traction, on fait comme on fait pour les animaux, on les battait pour les insulter à tourner. Et on les donnait à fumer et on les faisait aussi chanter pendant le travail. Donc c'est vraiment difficile, 1 heure de temps, 2 esclaves à chaque traction pour continuer le travail, puisqu'il y avait déjà beaucoup de travail à faire. Ce sont les mêmes esclaves Atalans qui ont construit le moulin? Oui, bien sûr, ça a été construit par les esclaves Atalans, puisque cette catégorie, c'est une catégorie spéciale qui contient des esclaves qui pratiquaient des professions libérales. Il fumait quoi? Du tabac. Je suis Marie-Dor Cafis. Ma question est la suivante. N'y avait-il pas une différence de production entre le moulin hydraulique et le moulin à traction animale? Merci. Je te remercie également, Dorca, pour ta question. Je comprends parfaitement bien ta question. Donc, tu veux savoir, est-ce qu'il n'y avait pas différence entre la quantité de production dans chaque moulin? Donc, je dois te dire sincèrement, donc, le moulin hydraulique, et ça marche beaucoup plus vite. Et ça utilise l'énergie hydraulique qui ne se fatigue jamais. OK? Donc, les rouleaux sont en métal. Donc ça veut dire qu'à partir de ce moment, ça presse la canne beaucoup plus fort
et on aura beaucoup plus de jus de canne. Donc si on aura beaucoup plus de jus de canne, on aura beaucoup plus de sirop, on aura beaucoup plus de sucre, on aura beaucoup plus de rhum. Donc c'est ça. Donc pour le moulin à traction animale, il fallait changer les animaux à chaque 1 heure de temps parce qu'ils se fatiguent en tournant. Et les rouleaux sont disposés dans le sens vertical et c'est en bois. Donc rapidement, tu constates qu'il y a beaucoup plus de rendement au niveau du moulin hydraulique qu'au moulin à traction animale. Tu as une question aussi? Bonsoir, je suis Hermélie Joseph. Vous avez dit tantôt que ce moulin a été construit par les esclaves Atalan. Mais est-ce que leur maître, en retour, ne leur devait pas quelque chose? Hermélie, je te remercie pour la question, mais ça me fait sourire. Est-ce qu'on les devait pas quelque chose? Donc, je comprends rapidement que tu me demandes si on les avait pas payés. Les esclaves n'avaient pas été rémunérés. Ok? Donc, on travaille pour le maître. Selon le Colberti, c'est tout part. Et pour la métropole française, même les esclaves. D'accord? On ne devait rien aux esclaves en termes de salaire. Une question? Oui, bonsoir, je suis Julie Michel. Ma question c'est que, est-ce que les esclaves Atalan n'avaient pas des sanctions moins lourdes que les esclaves domestiques? Parlant de sanctions, ça inclut tous les esclaves, quelle que soit leur catégorie. Que ça soit de la catégorie d'esclaves des champs, d'esclaves domestiques ou d'esclaves Atalan. Donc, il n'y avait pas vraiment de privilèges ou de sanctions moins lourdes d'une catégorie par rapport à l'autre. Okay? Donc, quand il s'agit de sanctions, si on applique supplice et condamnation au supplice de la roue, n'importe quelle catégorie, on ne va pas dire, oh, ça c'est un esclave Atalan, donc on ne va pas le punir de cette manière. Donc, tous les esclaves étaient soumis à un même niveau de sentence de punition. D'accord? Donc, je vous remercie, mesdames, pour votre attention, pour votre écoute et pour vos questions. Donc, on passe maintenant à la chaufferie coloniale pour voir la dimension de ces chaudières, comment on avait fait et quelle technicité a-t-on utilisé pour avoir la mélasse et le sucre. Amis téléspectateurs, vous qui suivez ce numéro spécial du concours de Miss USB, nous venons de faire un petit tour technologique au parc historique de la canne à sucre avec Monsieur Pierre. Et bien sûr, nous avons constaté en premier lieu un moulin hydraulique qui sert à broyer les cannes dans le temps colonial justement, et aussi le moulin d'attraction animale. Maintenant, nous allons passer à la chaufferie coloniale où dans le temps colonial, on savait faire bouillir la chaux de canne. Merci de votre intérêt, restez des nôtres, ne zappez pas car cette émission c'est conçu pour vous. Cela aussi rentre dans votre formation, dans votre information. Pas vrai les filles, nous sommes là pour informer nos téléspectateurs parce que nous faisons leur plaisir, mis à part notre beauté, notre élégance et aussi l'information que nous apportons. Restez des nôtres, amis téléspectateurs, à tout de suite. On va chanter, oh oui chanter, même avant la couronne, et devant la couronne, danser et bien s'amuser, voilà, 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 voilà. Oh, Voilà, mesdames, messieurs les téléspectateurs, téléspectatrices, nous sommes là maintenant au niveau de la chaufferie coloniale pour voir comment ça a été organisé au niveau d'une chaufferie coloniale d'époque. Donc, nous pouvons voir les chaudières coloniales, la dimension de ces chaudières. Et ce sont des chaudières exposées donc pour montrer à nos visiteurs
quelle dimension de chaudière utiliser pour bouillir le jus de canne. Donc, on a deux catégories de chaudières sur la chaufferie coloniale. Nous avons des chaudières exposées et nous avons aussi des chaudières qui sont insérées au foyer. Les filles, je vous demande de regarder derrière vous les 5 chaudières qui sont insérées au foyer pour bouillir le jus de canne. Est-ce que vous remarquez aussi que chaque chaudière qui vient juste après est plus petite que celle qui vient avant? Donc, cela veut dire que c'est comme une chaîne. Donc, on a rempli seulement la première chaudière. Donc, à chaque fois qu'on a transvasé le jus de canne déjà bouilli à une chaudière, à une autre chaudière, donc on fait face à une chaudière qui soit plus petite que celle qui vient avant elle. Maintenant, sous la chaufferie coloniale, on peut décider qu'est-ce qu'on veut faire. Si on veut seulement avoir le rhum, on fait bouillir tout simplement le jus de canne, on fait suivre les 5 étapes et la dernière chaudière, on laisse refroidir. Et cette mélasse-là, ce sirop-là qu'on obtient, la mélasse, on va par fermentation obtenir le rhum ou le clairin blanc. Maintenant, si on veut avoir également le sucre, qui va faire qu'on a un produit mélangé à la dernière chaudière, le sucre brun et la mélasse, on devait ajouter au niveau de la 3e chaudière 2 autres produits. Ces 2 produits-là sont le pigmate et la chaux qu'il fallait ajouter. Si on n'ajoute pas ces 2 produits, on va avoir tout simplement la mélasse. Mais quand on ajoute le pigmate et la chaux, à partir de ce moment, on va observer un autre phénomène qu'on appelle la cristallisation. Donc, où on va voir apparaître les grains de cristaux. Donc, c'est le sucre brun. C'est tout naturel. Vous voyez? Donc, c'est ça. Donc, maintenant, à partir de la 5e chaudière, on a vraiment un mélange de sucre et de sirop de canne qui est la mélasse. Bien sûr qu'il ne faut pas confondre avec la bagasse. La bagasse, c'est la paille de canne. Après avoir extrait le jus de canne, la mélasse, c'est le sirop de canne. Après avoir fait bouillir en 5 étapes le jus de canne. Voyez-vous? Donc maintenant, on va laisser refroidir avant de transférer ce mélange à la purgerie. C'est notre dernier pavillon, c'est la dernière étape que la production subit pour la décantation. Donc, on va faire la décantation du sucre et de la mélasse sous la purgerie. Donc, on va s'approcher pour voir les tonneaux, les posécones. On aura les explications de l'autre côté. Donc, on va voir maintenant le dernier pavillon qui est la purgerie. En passant et pour aller vers la purgerie, je ne peux pas m'en passer de ce petit moulin, donc qu'on appelle presse à canne ou encore moulin domestique. Donc je vous dis également que ce petit moulin n'avait pas été retrouvé généralement sur les habitations coloniales parce que ça prendrait beaucoup trop de temps. Il faut passer la canne une à une. Donc c'est un petit moulin chez les blancs pour avoir du jus de canne à domicile. Donc il fallait enlever ça. Ok, c'est comme une traction. Et puis on met la canne en dessous. Et puis l'esclave presse. Et on met un récipient là en dessous pour recevoir le jus de canne qui tombe. Maintenant on est en présence de la purgerie comme ça a été annoncé. La purgerie, donc c'est l'espace de décantation. On devait séparer le sucre du sirop de canne qui est la mélasse. Donc vous voyez les posécones là en jaune. Donc les petites posécones sont là pour égoutter la mélasse petit à petit. Donc afin de la séparer du sucre. Donc sous une purgerie pendant le temps colonial, on pouvait trouver jusqu'à 200 de ces petites choses. Donc vous voyez sur la cruche, il y a quelque chose en forme d'entonnoir. Donc dans l'entonnoir, on a mis quelque chose qui soit considéré comme filtre. Ce sont des petits sacs à jour pour filtrer le sucre.
Maintenant, on verse le produit mélangé dedans et on laisse égoutter, bien sûr, avec des esclaves qui sont là de façon permanente pour tourner le mélange afin de l'empêcher de se solidifier. Donc, et le sucre, et la mélasse, et le café, le cacao, le tabac, tout était exporté en France pour subir des transformations et commercialisé avec les autres pays européens. Maintenant, la mélasse, on va fermenter, on va avoir le rhum, on va avoir le clairin blanc, donc dans notre langage, on va dire le tafia, qu'on appelle dans l'histoire l'eau de vie. Donc, quand vous entendez parler de l'eau de vie, c'est le clairin blanc. Le clairin blanc, c'est pour les esclaves. Et le rhum, maintenant, c'est pour les grands festins. Quand il y a festin, on retourne avec ces deux. Le rhum pour les blancs, le clairin blanc pour les esclaves. Donc, c'est la fin, mesdames, messieurs, du tour technologique. Donc, on avait fait un long parcours, partant du moulin hydraulique au moulin à traction animale, à la chaufferie coloniale et la purgerie, c'est le dernier pavillon à voir avant de passer et au tour historique, bien sûr, dans nos différentes salles. Et maintenant, je vous passe Fednaël pour la suite. Merci, Monsieur Pierre, de nous avoir éclairci à propos. Je suis sûre que les filles sont satisfaites. Donc, tout juste avant de marquer notre deuxième pause à ce numéro, mesdames, messieurs, permettez que je salue nos entrepreneurs qui ont voulu faire route avec nous. Je veux parler de Télé Éclair, chaîne 4, de TVA, de Télé Galaxie, de Télé 6 et Télé Caramel des Cailles, de Côté Lame, de DLN Cours Privé, de Centre Technique et Artistique de René, de VIP Femmes, de CNI Office Supplies, de Hôtel Recul, Magalex Store, les Trouvailles de Shirley, le corps professoral et censoral de la USB, Cabinet Hercule, Édouard et Associés, Église évangélique de Beraka. Ce sont ces entrepreneurs qui ont fait route avec nous, amis téléspectateurs, sur ce numéro. Notre deuxième pause. Restez des nôtres. On vous revient tout de suite après. Vous êtes à la recherche d'un métier idéal pour assurer sans crainte votre avenir? DLN Coprivé. DLN Coprivé de coiffure vous offre en 2 ans une formation complète à 80% de pratique axée sur le traitement des cheveux en vous apprenant les techniques suivantes. Traitement des cheveux, coupe, coloration, manucure, pédicure, tresse, twist et une formation de mise à niveau pour les coiffeuses et coiffeurs en fonction. Pour tout contact, faites le 31 33 87 87 37 45 67 87 ou écrivez-nous au dlncoprivé@yahoo.fr ou passez directement nous voir au numéro 44 Ricardou, Tort 65, Carrefour. DLN Coprivé, une nouvelle approche, une nouvelle façon de faire. Votre avenir professionnel définitivement est garanti par le choix judicieux que vous faites aujourd'hui. Et quand vous parlez d'avenir professionnel et de réussite sur le marché du travail, un choix incontournable s'impose à vous. USB, Unity School of Business. À la USB, apprenez avec fierté les options suivantes. Affaires publiques et relations internationales, marketing et relations publiques, sciences administratives, gestion des affaires et protocoles administratifs, secrétariat de direction Trileg, ticketing, hôtellerie et tourisme, comptabilité informatisée, assistance administrative et marketing, technique douanière, technique bancaire, gestion hôtelière, hôtellerie et restauration, hôtellerie et tourisme, informatique bureautique et anglais. USB 2, impasse Saint-Just Crissois, zone Collège Marianne, phone 37 11 18 87, 46 28 42 42, 42 22 34 65, horaire matin, médian et soir. Inscription déjà en cours, nouvelle session début novembre. De retour après la pause, mesdames, messieurs, merci de rester des nôtres. Je rappelle que nous sommes au parc historique de la Canne à Sucre où nous avons une visite guidée avec les postulantes de Miss USB, les chères filles qui nous accompagnent, mais bien sûr avec notre guide, Monsieur Pierre. Justement, comme je l'ai annoncé tantôt, nous allons passer à notre deuxième volet, disons le tour historique, où nous allons découvrir ces différents lieux qui sont réservés pour gérer notre si grand patrimoine culturel. Donc, amis téléspectateurs, restez des nôtres. Nous allons justement passer à ce volet qui va être aussi votre plaisir.
Justement, amis téléspectateurs, nous faisons notre rentrée au musée où nous allons découvrir la salle familiale que je vous invite à vivre avec nous. Plus excellés, des perles rares qui se suivent, des journaux. Les filles, c'est comme a annoncé Fidnaël, c'est la salle familiale. Donc c'est une salle réservée pour la famille, puisque ils ont su vraiment réserver cette partie pour le pays. Donc le parc historique de la canne à sucre, ce petit coin qui nous rappelle notre histoire, tout ce que nous avons vécu dans le temps. Donc on a trouvé aussi qu'il était nécessaire de dédier cette première salle du musée à la famille. Donc c'est la famille Auguste qui avait créé ce musée en 2004 en l'honneur de leur fille Françoise Canès Auguste. C'est cette photo-là, qui est morte à 18 ans de la leucémie. Elle avait la leucémie, le cancer du sang. Ok, donc nous avons aussi des plaques, des certificats honneur et mérite décernés à la Fondation Françoise Canès Auguste. Donc ils nous sont parvenus des institutions ou autres personnes qui ont bénéficié d'une manière ou d'une autre de ce bienfait et qui en retour témoignent leur reconnaissance. Maintenant, nous allons passer à autre chose. Cette exposition, c'est sur la traite et l'esclavage des nègres que le parc historique de la canne à sucre, en collaboration avec l'Union européenne, Anneau de la mémoire, Association touristique d'Haïti et ACP Culture. Donc, nous avons réalisé cette expo. Le titre de l'exposition, c'est Haïti-Afrique, deux cœurs en résonance. Donc, cette exposition a pour nous montrer toutes les vraisemblances qui existent chez nous en tant qu'Haïtiens, mais qui nous sont parvenues des Africains. Ou du moins, je pourrais dire tout court, l'héritage africain. Mais pour arriver à tout ça, on va commencer par le commencement avec le premier tableau de cette exposition qui nous montre d'où nous sommes venus, tout haïtien consacré les Kassav. Donc c'est une culture qui nous vient des Taïnos. Donc il y a là aussi la pratique du roucou. Le roucou qui est une plante naturelle que les Taïnos avaient utilisée pour se protéger contre les insectes et aussi contre le soleil, puisque les Taïnos ne portaient pas de vêtements comme nous le faisons aujourd'hui. Ok, donc c'était des gens, je pourrais dire, généralement nus. Donc là, on a les cabanes où logeaient les Taïnos. Vous voyez? Donc ça nous donne une idée de la façon dont ils vivaient avant même le débarquement de Christophe Colomb. Voici, ça représente la traite négrière ou le commerce triangulaire. Pourquoi commerce triangulaire? Parce que c'est une activité qui se réalisait entre trois continents. Premièrement, le continent européen, le continent africain et le continent américain. Donc, qu'est-ce qui se faisait dans ce commerce, dans cette activité? Donc, c'est le bateau négrier. Négrier, ça vient de nègre. C'est un bateau construit pour les nègres. Donc, ce bateau part de l'Europe, vient en Afrique, achète des noirs. Et en bas, nous avons l'image d'une esclave qui pleure ses douleurs, ses souffrances. Bien sûr, une esclave qui avait été violée. Et quand une esclave est violée, c'est comme une faveur. Elle devait marcher sur ses genoux pour venir remercier celui qui l'avait violée. Donc c'est comme une faveur d'avoir été violée par le blanc. Vous voyez? Donc elle pleure là en regardant également toute cette richesse qui est réalisée de ses efforts. Donc elle n'a même pas un petit privilège d'en jouir. Donc c'est pourquoi donc vous voyez qu'on a osé mettre la petite phrase de Voltaire: ce qui sert à vos plaisirs est mouillé de nos larmes. Ce troisième tableau nous montre ce qui a un rapport avec l'économie africaine. C'est pour ainsi dire que déjà même avant le système esclavagiste bien établi, Afrique était une société inégalitaire. Ok? Inégalitaire
Donc chaque photo représente le niveau économique de chaque classe. Et vous voyez là, donc vous voyez ça a l'apparence d'une reine qui s'assied sur son fauteuil avec sa couronne. Ça, c'est le symbole des gens plus riches. La première classe. Et là, ça, c'est le second. Et en bas, vous voyez des gens très pauvres qui travaillent comme des esclaves. Je peux dire ça entre parenthèses. Je préfère de dire que c'est comme le système reste avec. Maintenant, nous sommes en présence d'un dernier grand tableau avant de rentrer dans la salle pour le reste de l'exposition. Ce tableau a pour titre déportation. On les avait ligoté les mains en direction du bateau négrier. Donc là, nous avons ce témoignage de ce monsieur en grand plan qui s'appelle Kobna Otoba Kugwano, qui avait été lui-même aussi capturé comme esclave. Donc il a eu la chance de faire des études et devenir écrivain. Il écrit son ouvrage sur réflexion sur la traite et l'esclavage des nègres, Londres 1787. Ce tableau statistique nous montre la quantité d'esclaves que nous fournit les différents pays africains chaque période. Donc là, on a les périodes, là, on a les pays, là, on a les quantités, les chiffres. Donc là, représente les différents ports africains qui représentaient des lieux d'embarquement d'esclaves. Donc on va voir des mannequins qui représentent les héros de l'indépendance, Toussaint Louverture, Dessalines, Christophe Pétion, et on va voir aussi cette partie qu'on appelle l'héritage africain. On va voir un mannequin qui représente aussi le nègre marron, masse d'esclaves, le poids 50, donc on va voir tout ça. Car vous et moi ensemble, nous allons gagner. Peu importe le choix du jury. Qu'est-ce que ce tableau vous indique, selon vous? Qu'est-ce que vous voyez? Ici, c'est la vente aux enchères. C'est ce que moi, je constate. Je vois aussi qu'on achète les esclaves par rapport à leurs aspects physiques, à vrai dire. Merci Junie, tu as fait un très bon remarque. Les esclaves étaient achetés par rapport à leur apparence physique. Puisque avant de prendre la direction du marché avec les esclaves, on les embellissait le corps. On passait de l'huile sur le corps pour leur embellir et le rendre attirant. Et maintenant aussi, ça va dépendre de leur potentialité physique. Si l'esclave est fort physiquement, donc on va vite acheter parce qu'on comprend rapidement que cet esclave va fournir ce qu'on aura besoin. Maintenant, si l'esclave est frêle, est arrivé en mauvais état de santé, c'est une possibilité pour l'acheteur de faire baisser le prix. Est-ce que les esclaves devraient être attirants puisqu'ils sont là pour travailler? Quand je parle d'attirance, donc j'ai bien dit potentialité physique. Donc c'est quand on a un animal à vendre, par exemple un cheval, ou je dirais mieux une chèvre ou une vache, le premier mois, ou du moins je dirais le dernier mois avant la vente, qu'est-ce que vous allez faire? Le faire manger beaucoup, le faire boire beaucoup d'eau, afin qu'il se présente en bonne et due forme. Eh bien, on avait fait ainsi pour les esclaves. Non seulement avant d'aller au marché avec les esclaves, on les donnait beaucoup à manger, mais on les avait embelli le corps, donc afin de se mieux présenter pour attirer l'acheteur. Donc vous voyez là, on présente un garçon qui est costaud, qui est fort physiquement. Donc tu as une question. Alors je fais la remarque que les garçons et les filles sont mélangés, disons les esclaves. Durant la vente des esclaves, on voit que les hommes sont mis de côté et que les femmes sont mises d'un autre côté. Alors pourquoi est-ce qu'on ne les vend pas ensemble? Merci.
Je te remercie. Dorca, pour cette question, c'est parce que si vous voyez dans notre petit texte à côté de ce tableau, on vous dit que le prix de l'esclave dépendait de son sexe. OK? Donc les garçons se vendaient plus cher. Coûtaient plus cher. On achetait plus cher les garçons que les filles parce que les garçons étaient soumis à des travaux beaucoup plus pénibles. Vous voyez? Les filles en général pour le ménage, pour la cuisine, certaines fois la cueillette. Je suis Hermélie Joseph. Est-ce qu'après le débarquement, on échangeait les esclaves contre de l'argent ou contre les épices ou contre le sucre, le café, je ne sais pas, produits alimentaires? Merci. J'espère bien que tu as remarqué la déclaration de Père là-bas. Et je ne sais pas donc si je me trompe. Je trouve que ta question est assez intelligente si tu n'as pas remarqué vraiment. Donc, si vous voyez la déclaration de Père là-bas qui dit « J'en ai acheté 12 esclaves qui me coûtèrent 5700 francs que je dois payer en sucre brut en raison de 7 livres 15 sols le 100 dans le terme de 6 semaines. » Donc, on pouvait payer en nature ou en espèces. Je te remercie et je te félicite pour la question. Je suis Marie-Claire Féquier et j'aimerais savoir si les esclaves jouissaient de soins de santé. C'est vrai qu'on les achetait la plupart du temps en bonne santé, mais quand ils tombaient malades, qu'est-ce qu'on en faisait? Merci. Je te réponds comme ça, ma chère, que les esclaves n'avaient pas accès aux soins de santé. Quand les esclaves sont fouettés, quand les esclaves ont un doigt coupé ou un bras coupé ou des blessures sous le coup des maîtres ou des commandeurs, ils ont fabriqué un médicament avec de la cendre, du poivre, du piment, du sel. On avait fait un mélange pour guérir les blessures des esclaves. Il y avait aussi beaucoup d'esclaves qui sont morts. Quand un esclave s'est sauvé dans le temps, on a choisi d'enlever les 5 doigts de la jambe ou les 5 orteils, ou on a choisi d'amputer une partie de la jambe. Et puisqu'ils ne sont pas vraiment soumis aux soins de santé, ils n'avaient pas accès aux soins de santé, les infections, la fièvre, la jambe est tombée en pourriture, ils sont morts. Ils sont morts. Et c'est pourquoi on a réfléchi autrement pour dire, voilà, bon, on ne va plus amputer, on va créer quelque chose qui les empêchait de se déplacer. C'est pourquoi on a pensé au poids 50. D'accord? Jean-Baptiste Colbert, c'est un ministre français qui rédigeait son fameux document, le Code noir, avec beaucoup d'articles qui disaient qu'est-ce qu'il faut faire, comment traiter avec les Noirs. Donc, nous avons tiré 4 parmi les articles les plus ridicules du Code noir. L'article 1er, l'article 38, l'article 42, l'article 44. Ce qui m'a attiré l'attention dans l'article 44, c'est la première phrase. Déclarons les esclaves être... Donc c'est ça. C'est la chosification de la personne humaine qu'on n'avait pas considérée comme une personne à part entière, qu'on a considérée d'ailleurs comme des choses, comme une chaise, comme un chat, comme un chien qu'on a chez soi. On peut vendre, on peut tuer, on peut faire ce qu'on veut avec à n'importe quel moment. L'esclave n'avait pas de volonté, l'esclave n'avait pas de dignité. Donc vous voyez. Donc à côté de tout ça, nous avons les sévices corporels et les instruments de torture. Qui a l'esclave domestique, la femme de ménage, la cuisinière, etc. L'esclave des champs, voyez, donc qui travaille, qui coupe la canne, qui plante les choses, etc.
le commandeur choisit parmi ses esclaves pour les inciter à travailler. Et d'ailleurs, vous voyez qu'il a son fouet à la main. Donc, il y a l'esclave Atalan. Et vous voyez, c'est l'esclave. Donc, là où on était, la chaufferie coloniale. Vous voyez? Donc, c'est le jus de canne qu'il est en train de transvaser d'une chaudière à l'autre. De la première chaudière à la seconde chaudière. Et ensuite, les services corporels, les instruments de torture, différentes méthodes utilisées pour punir ou pour fouetter les esclaves. Donc, tu avais une question, Marc. Je vous remercie. Je suis Michel Salinsi Chaudry. J'aimerais savoir, le commandant, celui qui fouettait, qui stimulait les esclaves à travailler, est-ce que lui également, il est un esclave ou je ne sais pas? Avoir la possibilité de devenir commandeur ne veut pas dire également qu'on est exonéré de l'esclavage. Au contraire, il avait l'obligation de le faire. Si un travail n'est pas fait, c'est lui qui allait rendre compte. Donc, il avait intérêt à inciter ses pairs, ses frères à travailler. Donc, c'est pas le fait qu'il est commandeur qu'il est un blanc pour cela. C'est un esclave choisi, soit peut-être plus intelligent ou soit peut-être plus influent, ok, qui peut inciter, qui peut dominer, qui peut diriger. C'est comme un leader choisi parmi ses esclaves. Il reste esclave. Je suis Darlene Désirée. Je remarque qu'il y a un esclave qui porte un museau. Dans quel cas on les punissait ainsi? Donc, ce masse d'esclaves est là au visage de l'esclave. Premièrement, pour deux raisons. Premièrement, afin de les empêcher de manger pendant les travaux. Ils n'avaient pas accès au jus de canne, à la canne ou à tout ce qu'ils faisaient qui pourrait être mangé. Mais aussi, on a mis le masque pour les empêcher de mordre. Parce que parfois, en les fouettant, ils se sont enflammés de colère, ils se sont jetés sur la personne qui est en train de les châtier. Ils se sont jetés sur le bourreau et ils ont mordu. Parfois. Maintenant, une fois qu'on a le masque, tu ne pourras pas mordre. Bonsoir, Monsieur Pierre. Je suis Robertina. Ce que j'aimerais savoir, c'est comment est-ce qu'un esclave des champs pourrait passer comme un esclave à talent? Je ne pense pas que devenir ou du moins être dans la catégorie d'esclave à talent est une promotion. Donc, au prime abord, on a choisi quel esclave peut être dans la catégorie d'esclave domestique, de champ ou à talent. Mais on ne promet pas. Donc, ce n'est pas une promotion de passer du j'étais avant esclave domestique, donc j'ai ma promotion en esclave des champs ou en esclave à talent. Donc, tu vois, donc on a catégorisé. Donc, suivant ce qu'il a comme compétence, ce qu'il a comme un bagage qui pourrait influencer ou du moins en capacité physique ou quoi. Maintenant, c'est, je dirais, le dernier tableau ou panneau qui va mettre fin à ce système dont on était en train de parler, le système esclavagiste. Parce que ce tableau contient des images et un rapport à ce qu'on appelle la résistance passive et la Révolution française, les batailles pour l'indépendance. Et ils ont dit non. Ils ont dit non. Et à partir de ce moment, ils ont commencé à s'organiser, s'arranger pour trouver un moyen de lutter contre ce système esclavagiste. Ok, donc cette partie, donc nous tenons à honorer nos héros. Donc des personnes, donc
il ne s'agissait pas seulement de ces personnes, mais ils étaient des chefs de file. Donc, ils se sont battus pour nous donner cette indépendance. Toussaint Louverture, héritage africain, dont son père, son grand-père, Gayou Guinou, était roi en Afrique. Donc Toussaint Louverture, vous connaissez déjà l'histoire, qui cantonnait plusieurs camps en même temps. C'est stratège qui voulait connaître aussi la force et la faiblesse de l'ennemi afin de dire aux gens de l'armée indigène quelle stratégie qu'il faut utiliser pour les vaincre. Vous connaissez déjà que Toussaint Louverture est mort au Fort de Joux le 7 avril 1803. Donc, il n'a pas eu le temps de voir cette indépendance pour qui il luttait. Mais il a fait un discours en disant, en me renversant à Saint-Domingue, on n'a abattu que le tronc de l'arbre de la liberté des Noirs. Il repoussera par ses racines parce qu'ils sont profondes et nombreuses. Donc, il voulait parler de ces messieurs qui n'allaient pas laisser périr cette idée d'indépendance, qui allaient prendre quand même la relève et faire rebougeonner le tronc de l'arbre de la liberté des Noirs. Et ce qui a été fait le 1er janvier 1804. Il voulait parler de Dessalines, il voulait parler d'Henri Christophe, d'Alexandre Pétion, de Julien Raymond, comment il s'appelle, Capois Lamort, François Capois. Et des femmes aussi qui se sont manifestées. Donc vous allez voir leur nom sous l'acte de l'indépendance. Des femmes signataires de l'acte de l'indépendance. Les hommes aussi. Donc les gens qui se sont battus et qui ont accepté de signer l'acte de l'indépendance le 1er janvier 1804. Donc à côté de l'acte de l'indépendance, vous allez voir une image de Catherine Sandra Julie Flon qui a cousu notre drapeau. Sous l'ordre de Dessalines, bien sûr. On a arraché la partie milieu, le blanc du drapeau français, et on a recollé les deux parties, bleu et rouge. Donc ça, c'est Dessalines avec les armes qui crient la victoire. Merci beaucoup. Merci les miss, merci. La toute dernière partie de cette exposition, c'est l'héritage africain. Tout ce qui nous reste. Si c'est un garçon, il s'agit d'un prêtre vaudou, ou en d'autres termes, le Ongan, dans notre langage. Vous voyez tous les matériels, les ustensiles utilisés dans le vaudou, les masques, etc. Donc, ils ont leur propre signification. Et nous avons là, dans l'autre partie, ici, le vaudou est représenté par une femme. C'est la prêtresse vaudou ou la mambo, comme on dit. Et vous voyez, ce qu'on utilise, le vaudou en Afrique, le vaudou en Haïti, il n'y a pas vraiment grande différence. Vous voyez, il n'y a pas vraiment grande différence. Les images, les trucs utilisés pour la pratique de cette religion. Et là, nous avons la liste des esprits. Donc, vous voyez qu'en fin de liste, on nous dit que cette liste est loin d'être exhaustive. Donc, il y en a plein d'autres. On met les plus courants. Vous voyez, Ibolélé, Dambala, etc. Et on nous dit que chaque esprit possède leur propre vévé. Donc, dépendamment de l'esprit qu'on veut interpeller, il faut dessiner le vévé ayant rapport à cet esprit. Donc, c'est sur cette partie, mesdames, messieurs, que je mets fin à ma visite guidée pour la partie historique. Maintenant, je vous avoue que j'ai été vraiment enchanté, joyeux, content et tout le reste de vous recevoir au parc historique de la canne à sucre pour cette visite guidée, mes Miss USB. Donc, je vous passe Fête Naël pour la suite.
Mesdames, Messieurs, merci de votre intérêt, vous qui êtes restés branchés des nôtres pour cette visite guidée qu'on a eue au parc historique de la canne à sucre. Je rappelle que à l'issue de notre présentation, au premier volet, nous avons eu un tour technologique où nous avons découvert le moulin hydraulique, le moulin attraction animale, la chaufferie coloniale. Nous avons fait un tour aussi à la purgerie et aussi à un espace de décantation où nous avons vu comment les esclaves savaient décanter le jus de canne. Donc, c'était à l'issue de notre première présentation et aussi nous avons fait un tour historique au cours duquel nous avons pu remarquer la salle familiale dédiée à la famille Auguste, aussi la salle caraïbéenne dédiée, mesdames, à la reine Anacaona, et aussi la salle des héros de l'indépendance où nous avons découvert bien des choses sur notre histoire, sur des tableaux aussi qui nous ont présentés avec des différentes luttes qu'ont menées les esclaves. Amis téléspectateurs, tout ceci, c'est pour les informations de nos chères postulantes, mais aussi cela rentre aussi dans le cadre de votre information aussi. Donc heureusement, tout ce parcours, nous l'avons eu grâce à notre guide, Monsieur Pierre, qui a fait un bon parcours avec nous et qui a pris le soin de nous éclaircir à propos des différents points. Je laisse le soin aux postulantes de les remercier d'un chaleureux applaudissement. Merci encore de votre intérêt d'avoir suivi ce numéro avec nous. Je vous donne rendez-vous pour un tout prochain numéro. Sur ce, je vous dis au revoir et à bientôt. Chantent l'épopée des femmes dévouées. De grands talents, ils sont cachés parmi les dames de